Le roman d'un chef-d'œuvre, un podcast des ateliers Henri Dougier. Certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter, corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, nos émotions. Mais comment sont-ils nés ? Dans quelles circonstances et à quel moment de la vie de l'artiste ? Chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau, en le mettant en scène à l'époque et dans le lieu où il a vu le jour. Ces fragments de notre patrimoine universel sont une source inépuisable d'émerveillement et d'empathie. Face aux violences du monde, à nos peurs, à nos tentations de repli sur soi, la voix des artistes réconcilie, réveille et rassemble. Résonne alors en nous cette quête éperdue du beau, la beauté, simplement. Nous nous étions croisés pour la première fois en 1910, à New York, aux Beaux-Arts. Je crois qu'il m'avait à peine remarqué. J'ai souvenir d'un très grand garçon, maigre, sombre, silencieux. À l'époque, je rêvais de peinture, mais je voulais être comédienne. Je prenais aussi des cours de théâtre. Notre vraie rencontre a eu lieu 13 ans plus tard. 13 ans. C'était l'été. Nous étions un petit groupe réuni à Gloucester autour de Robert Henry, notre professeur. Nous filions tous en randonnée pour dessiner. Les autres peignaient des bateaux et des bords de mer. Lui, souvent se promenait tout simplement en regardant les maisons. Il a toujours été attiré par les maisons. Il y en avait beaucoup dans ses aquarelles. Des belles victoriennes, souvent à volets verts, encerclées par une nature sauvage un peu inquiétante. Parfois, c'était la maison elle-même qui était inquiétante. C'est 2 ans plus tard qu'il a peint House by the Railroad, sa plus belle toile selon certains. Peut-être. Une des plus troublantes sûrement. Oui, il y avait quelque chose d'étrange dans sa peinture et chez cet homme, quelque chose qui ne s'explique pas. Il utilisait l'aquarelle avec une telle sûreté. D'abord, il traçait un trait léger au crayon pour esquisser les contours, puis il jouait avec les couleurs, avec les ombres et la lumière. « Je voudrais peindre la lumière du soleil à l'état pur », disait-il. Il improvisait des paysages qu'il n'avait pas forcément sous les yeux, des paysages surgis de ses souvenirs, ou de Dieu sait tout. Il a toujours mêlé l'observation et l'imagination. À Gloucester, cet été-là, il s'arrangeait pour venir peindre à mes côtés. Il n'avait pas une grande habitude des femmes, c'était criant, et c'est ce qui m'a plu. Son regard bleu, sa voix basse, sa parole rare et lente me troublaient infiniment. Je ne sais pas si j'étais vraiment amoureuse, mais j'étais sous le charme. J'aimais quand il avalait les 3 dernières syllabes de Joséphine, mon vieux prénom, qu'il transformait en Joe. J'aimais quand il blaguait. Il en était capable. Enfin, à nos débuts. « Sais-tu pourquoi je t'appelle Joe ?» disait-il. « Pour que tu viennes plus vite quand je t'appelle. » Il m'a appelé souvent. Et nous nous sommes revus. Il m'adressait des billets en français, des dessins. Mon drôle de fiancé m'écrivait des lettres incroyables. Je m'en souviens par bribes. « Je ne peindrai plus jamais de fleurs, leurs poses sont trop prétentieuses. Un corps de femme nue a plus de pudeur. » Il aimait les fleurs, mais ne m'en offrait pas. Il détestait les bijoux et ne m'en offrait pas davantage. Après notre rencontre, je n'en ai plus beaucoup porté, comme toutes les femmes dans ses peintures. Vous l'aviez remarqué ? Vous venez d'entendre un extrait des Heures suspendues selon Hopper, un ouvrage de Catherine Guenec paru aux ateliers Henri Dougier, mêlant récit romanesque et enquête historique pour raconter l'histoire de Cape Cod Evening, l'ensorcelant tableau d'Edward Hopper. Catherine Guenec, bonjour. Vous êtes l'autrice d'une 20aine d'ouvrages, de romans et de dictionnaires érudits et amusants sur la langue française, comme par exemple L'argot pour les nuls. Pourquoi aujourd'hui avoir choisi d'écrire sur Hopper ? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cet artiste ?
Alors, il y a très longtemps que je connais Hopper et très longtemps que je l'aime. Sa peinture m'a toujours attirée. Chez Hopper, il y a du mystère, il y a de la mélancolie, du silence. Il y a un critique d'art américain qui nous apprend que Hopper était sourd, partiellement sourd. Et un élément intéressant pour juger sa peinture, il était enfermé dans son monde. Ses peintures sont pleines de silence. C'est un peintre, je trouve, qui réussit à créer une tension. Il nous raconte quelque chose et on a envie de connaître la suite ou de l'imaginer juste après. Donc, euh, chacune de ces toiles commence une histoire et par je ne sais quel mystère, il nous pousse à en imaginer la suite. Moi, c'est le seul peintre qui me fait cet effet-là. Et pourquoi Hooper aussi? Deuxième raison, j'ai beaucoup de tendresse pour sa femme, Joséphine, qui était également peintre. Elle avait commencé, elle avait une carrière prometteuse, elle a exposé avec Man Ray, Picasso, etc. Et puis elle s'est complètement consacrée à son mari et bon, elle a été happée par la machine, quoi. Et on est toujours encore très injuste avec elle. Il n'y a aucune exposition, malgré quelques rares toiles qui restent, il n'y a aucune exposition de Joséphine Hooper. Je crois que c'est une femme qui mériterait on mériterait de connaître sa peinture. Justement, dans quelle mesure, parce que vous racontez l'histoire de ce tableau Cape Cod Evening et aussi donc à travers l'histoire de ce tableau, l'histoire d'une partie de la vie de Hopper, vous avez choisi d'écrire une sorte de journal intime, ou en tout cas de prendre le point de vue de cette épouse, Joséphine, Jo. Dans quelle mesure cette idée, ce choix de narrateur s'est imposé à vous? Ça s'est imposé, c'était complètement évident. Dans le couple, Joséphine, c'est la bavarde, c'est celle qui a envie de dire, celle qui a besoin de parler. Hopper, Edward Hopper, il était quasi autiste. C'était un taiseux, quelqu'un qui cultivait le secret, il n'y avait pas de raison de le faire parler, tandis qu'elle avait envie et besoin de parler. J'ai essayé de rester très très fidèle à sa pensée, à sa façon de voir les choses. Bon, dans toute histoire, il y a des blancs et j'essaye de m'y engouffrer de façon vraisemblable. Et je pense ne pas l'avoir trahi. Alors, je vais citer justement une phrase qu'écrit Jo dans son journal, c'est « Se marier est fatal pour la femme artiste ». Du début à la fin du récit, on ressent un peu cette amertume de l'artiste qui est restée dans l'ombre de son mari. La choisir comme narratrice, est-ce que c'est une façon pour vous de la remettre dans la lumière aussi et de manière plus large de donner une voix aux femmes dans la peinture? Bien sûr, complètement, c'est vouloir la remettre dans la lumière. Et c'est vrai, quand vous soulignez l'amertume, et c'est complètement humain, complètement normal. Elle avait un mari qui était considéré comme un grand homme, et elle était la petite fourmi laborieuse à côté euh, qui était complètement oubliée. Hein. C'est vrai que l'époque n'était pas évidente pour les femmes peintres, bon, à part des exceptions comme Georgia O'Keeffe, qu'ils connaissaient tous les deux. Mais oui, bien sûr, c'est une façon de la remettre dans la lumière. Hmm. Pour décrire la vie de Hopper et son évolution d'artiste, Jerry Sauter parle de labyrinthe schizophrénique. Est-ce que le choix de raconter l'histoire du point de vue de Joe en mettant l'accent sur un aspect plus sombre de la vie et de la personnalité de Hopper, parce qu'à travers sa femme, on ne voit pas que l'artiste brillant, on voit aussi l'homme plus sombre. Est-ce que c'est une façon de rendre compte dans votre ouvrage de cette tension entre ombre et lumière, entre génie artistique et extrême solitude, besoin de reconnaissance et aussi, on le ressent, un dégoût de soi qui existait en Hopper? Mais vous savez, aussi bien lui que elle, je pense, bon, j'étais un petit peu névrosée, hein, donc c'était des personnalités complexes. Et Hopper était un homme très discret, très secret sur sa vie privée, sur lui, sur sa personne. Il était très refermé sur lui. Et une chose encore, on a souvent reproché à Joséphine d'être une femme infernale, impossible à vivre. Moi, je pense que le contraire était encore plus vrai. C'était lui qui était très difficile. Et on l'a souvent accusé d'être donc la cause de cette solitude, cette tristesse dans la peinture de Hopper. Mais je pense qu'elle venait d'ailleurs, cette tristesse. Elle était profonde en lui depuis une toute petite enfance. Hein. C'était quelqu'un de solitaire, quelqu'un de particulier quand même. Et tout n'était pas la faute de ce couple difficile. Finalement, vous savez, il y a des couples qui s'aiment en se tapant dessus, en étant violents. Ils avaient besoin l'un de l'autre, et je crois qu'ils avaient même besoin de ça finalement.
D'ailleurs, ils se sont mariés très tard. Joséphine s'est mariée très tard, elle avait la quarantaine. Hein. Je pense que ça n'a pas été un choix si évident finalement. Bon, ça, c'est ce que j'imagine. Mais ils ont appris à se bagarrer, à vivre ensemble. C'était un huis clos infernal. Mais finalement, c'est une histoire aussi pleine de tendresse. On s'en rend compte à la fin de l'histoire. C'est l'histoire de la peinture de Hopper, mais c'est aussi l'histoire d'un couple, une histoire humaine et qui est émouvante aussi. Moi, ce couple m'a touchée et Joséphine surtout m'a touchée. Elle a suivi dans la mort son mari, elle est morte 10 mois après. Elle a réglé toutes les affaires, elle est morte. Et elle disait, je serai autorisée à partir quand j'aurai réglé tout ça. Et elle voulait rejoindre son mari. Donc, un couple qui s'est détesté, mais détesté cordialement. À la fin, ils avaient trop besoin l'un de l'autre. En quoi, pour vous, les tableaux de Hopper et Cape Cod Evening en particulier donnent-ils toujours matière à penser aujourd'hui? Mais ça, c'est le rôle de l'art, hein, finalement. C'est pas seulement fait pour faire joli et pour être collé sur les murs. Ça fait réfléchir, on va dire. Réfléchir à quoi? À tout, à la vie. La peinture d'Hopper raconte des histoires, raconte l'Amérique, raconte la déshumanisation qui s'installe peu à peu. Et Hopper pensait que ce que l'on nommait le progrès n'était qu'une illusion. Et on l'imagine dans sa peinture avec ces vieilles vues de campagne américaine qui étaient en train de disparaître, hein, les vieux villages, les vieilles pharmacies. Le monde changeait et il trouvait que le progrès n'était pas finalement toujours un progrès et ça nous parle de la déshumanisation. Et puis, le contexte, c'est les faillites, le chômage, la misère. Hein, ils ont traversé des époques difficiles aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très fort dans votre ouvrage, La Grande Dépression et ce que disent les peintures de Hopper de cette Amérique qui n'existe plus. Tout à fait, tout à fait. Il avait cette espèce de nostalgie. Je crois qu'il aimait les petites maisons victoriennes avec les lattes de bois, etc. Enfin, c'était une espèce de nostalgie et puis de lucidité par rapport à ce monde qui changeait. Oui, ces temps qui changent, cette nostalgie, la difficulté du présent et l'idéalisation du passé, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir, quelle que soit l'époque, en tant qu'humain. Oui, c'est vrai que toutes les époques bon, ne se ressemblent pas, mais se ressemblent finalement. Tout change, tout bouge. Et ben, le peintre nous raconte ça aussi. Enfin, sa peinture, en tout cas, moi, je trouve, raconte ça aussi. Hopper, finalement, il exprime une vision de la vie qui se situe un peu hors du temps. Et c'est pour ça qu'on se sent proche de Hopper. C'est une vision encore qui nous interpelle. Il y a une espèce de caractère universel qui peut toucher tout le monde. Et Hopper touche tout le monde, hein, encore aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Guenec. Je rappelle que votre livre Les heures suspendues selon Hopper est paru aux ateliers Henri Dougier dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Il est disponible en librairie et en e-book. Et pour suivre toutes les actualités des ateliers Henri Dougier, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'était le 3e épisode du roman d'un chef-d'œuvre, une série podcast des ateliers Henri Dougier, conçue et réalisée par Margot Grélier et Gaël Bidan, à écouter sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Nous nous quittons à présent sur la sélection musicale de l'auteur. Catherine Guenec, vous avez choisi de nous faire écouter la première Gnossienne de Satie, ici interprétée par Édouard Drosser. Merci à vous, merci à tous, bonne écoute et à très bientôt sur les ondes du roman d'un chef-d'œuvre.